Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore pour un épisode de Théorie de Galois et aujourd'hui on va essayer de mettre le doigt enfin sur la propriété qu'on peut espérer imposer au groupe de Galois pour avoir l'implication extension résoluble implique groupe de Galois vérifie la propriété P. Alors la dernière fois on avait introduit ce que c'était qu'une extension résoluble et on avait vu que pour qu'une propriété ait en gros le comportement qu'on veut, propriété sur les groupes et le comportement qu'on veut, on aimerait bien qu'elle soit vraie pour les groupes abéliens, puisque on a remarqué que pour une extension de la forme x puissance, décomposition de x puissance n-1, on obtenait un groupe de Galois abélien. X puissance n-1, décomposition de x puissance n-1, évidemment on veut que ce soit une extension résoluble par radicaux, parce que c'est juste prendre une racine énième. Donc on espérerait quand même que notre propriété soit vraie pour les groupes abéliens. Autre chose, on a vu que si l'extension m sur k était résoluble et l'extension L sur m était résoluble, dans le cas évidemment où tout le monde est galoisien fini, on avait aussi que l'extension L sur k, donc la grosse, était aussi résoluble. Et donc ça, ce que ça impose, c'est qu'on espérerait que au niveau des groupes de Galois, si H, donc qui serait donc le groupe de Galois de L sur m, vérifie la propriété P, et G sur H, donc le quotient G sur H, qui en fait est le groupe de Galois de M sur K, si ces deux-là vérifient la propriété P, alors on aimerait bien que le gros groupe de Galois le groupe de Galois de L sur K, qui est donc ici G, vérifie aussi la propriété P. Alors évidemment, pour ça, on a besoin quand même que, pour faire former le quotient, on a besoin que H soit distingué. Donc finalement, la deuxième condition qu'on retient, c'est que si H est un sous-groupe distingué d'un groupe G, alors évidemment, on travaille que sur des groupes finis, a priori, si H est un sous-groupe distingué d'un groupe G, et que H et le quotient G sur H vérifient tous les deux la propriété P, alors on espère que P soit aussi vrai pour le groupe G. Voilà, donc c'est ces deux-là, les deux conditions qui vont être importantes pour nous, que j'ai appelé 1 et 2, et on va voir à partir de ces deux conditions-là à quoi peut ressembler un groupe qui vérifierait donc notre hypothétique propriété P, et vers le milieu de la vidéo, on explicitera enfin la propriété qu'on va choisir, après toute la motivation qu'il faut, et on démontrera qu'elle vérifie bien ces deux conditions-là. Et après, dans la prochaine vidéo, on l'utilisera pour montrer que si une extension est résoluble, alors le groupe de Galois vérifie effectivement cette propriété qui sera d'être un groupe résoluble. C'est le même mot, c'est pas du tout un hasard. Alors, à quoi ça ressemble un groupe qui vérifie la propriété P? Première chose, cherchons des groupes susceptibles, qui pourraient vérifier P. Encore une fois, pour l'instant on fait que de la motivation et on démontrera des choses plus tard quand on aura mis le doigt sur la bonne propriété. Alors, première chose, les groupes abéliens, c'est facile. Ça, c'est la base. Maintenant, on peut essayer d'utiliser ce truc-là. Ah oui, parce que si je prends... si on a un groupe G, donc, un groupe... Alors à chaque fois que je dis groupe, ça veut dire groupe fini, avec H, un sous-groupe distingué de G, tel que H et G sur H soient abéliens, alors H et G sur H, ils vérifieraient donc la propriété P, et donc G doit vérifier P. Okay, donc un groupe qui est construit comme ça à partir de deux groupes abéliens empilés l'un sur l'autre, ça va nous faire un groupe qui vérifie la propriété P. En fait, on peut généraliser un petit peu. Si on peut construire une chaîne de groupes donc, qui commence par le groupe trivial, ensuite on a H1, H2, etc. jusqu'au groupe G, avec donc G qui va être égal, mettons, Hn, avec H, alors ce truc-là c'est H0, avec le quotient Hi plus 1 sur Hi abélien, pour tout I, alors G doit vérifier P. Pourquoi c'est vrai ça? D'une part, le quotient H1 sur H0, c'est juste H1 et abélien. Ok, donc H1 vérifie P. Maintenant, H2, vous voyez qu'il est construit à partir du groupe abélien H1, donc il vérifie P, et que le quotient de H2 par H1 est aussi abélien. Ok, et donc finalement, on a un truc qui vérifie P,
un sous-groupe qui vérifie P, le quotient entre les deux vérifie P, et donc bah, du coup, en vertu de la deuxième, H2 doit vérifier P aussi. Maintenant, si je rajoute H3, bah, vous voyez que H3, en fait, il va vérifier P aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un sous-groupe H2 qui vérifie P. Ok. Le quotient H3 sur H2, il vérifie P, parce qu'il est abélien. Une hypothèse ici. Un sous-groupe qui vérifie P, le quotient vérifie P, donc, bah, toujours en vertu de la 2, le sous-groupe H3 vérifie P. Et vous continuez comme ça, et à la fin, vous arrivez à Hn égale G qui vérifie P. Ok, donc finalement, ce que ça a l'air de montrer, ça, c'est que si on a une chaîne de sous-groupes de cette forme-là, donc le groupe trivial H0, H1, H2, etc., jusqu'à Hn qui est égal à G, avec les quotients Hi plus 1 sur Hi abélien, alors G doit vérifier P. Ça, c'est ce qu'on espère de notre propriété P. Donc ça, bon, bah, c'est manifestement assez restrictif. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a des groupes qui vérifieraient pas cette propriété? Est-ce qu'il y a des groupes qui ne peuvent pas avoir de chaînes de sous-groupes emboîtées comme ça, telles que les quotients sont abéliens? Alors, on peut essayer de simplifier cette condition un peu là, puisque bon, elle n'est pas hyper pratique à manipuler, parce qu'il faut construire des chaînes de sous-groupes, c'est pas hyper agréable. Donc regardons un peu ce que ça veut dire, déjà, le fait que les quotients sont abéliens. Donc déjà, le fait que Hn sur Hn-1 soit abélien, bah ça implique que si je prends x, y dans G, le commutateur xy, qui est par définition x, y, x-1, y-1, qui est en gros le truc qui mesure à quel point x et y ne commutent pas, c'est xy fois xy, fois yx moins 1, ok. Donc c'est le truc qui compare xy et yx en gros. Bah ce truc-là, il va être dans Hn-1. Pourquoi? Parce que au quotient, on a xy égale yx, et ça c'est car le quotient Hn sur Hn-1 est abélien. Et donc on a bien que xy x-1, y-1 bar c'est égal à 1 bar, c'est-à-dire que xy, x-1, y-1 est bien dans Hn-1. Ok. Donc finalement, on n'a que, pour tout x, y dans G, on n'a que x, y doit être dans Hn-1. Et ça, c'est le fait que le quotient soit abélien qui impose cette chose-là. Ok. Et donc finalement, ce que ça impose, c'est aussi que le groupe engendré par les commutateurs de xy pour x, y dans G, le groupe engendré par ce truc-là est inclus dans Hn-1. Parce que ce groupe Hn-1, il contient les commutateurs, et c'est un groupe, donc il contient le groupe engendré par les commutateurs. Ok. Ce truc-là, on va lui donner un petit nom, parce que j'ai pas envie de décrire le groupe engendré à chaque fois. On note pour G un groupe quelconque, le groupe dérivé de G, c'est exactement le truc sur lequel on vient de mettre le doigt. C'est le groupe engendré, on va l'écrire comme ça, groupe engendré, je l'écris en français, hein, par les éléments x, commutateur y, où x, y sont dans G. Et donc là, qu'est-ce qu'on a montré finalement? On a montré que le groupe dérivé de G, il doit être dans Hn-1, si jamais le quotient est abélien. C'est-à-dire que le groupe dérivé de Hn, il doit être dans Hn-1. Maintenant, je peux répéter ce truc-là. Le quotient Hn-1 sur Hn-2 est aussi abélien. Donc exactement le même argument,
me dit que le groupe dérivé de Hn-1, il est inclus dans Hn-2. Ok ? Maintenant, si je reprends ce truc-là, vous obtenez que, d'une part, le groupe dérivé de G est inclus dans Hn-1, et d'autre part, le groupe dérivé de Hn-1 est inclus dans Hn-2. Donc, si vous prenez le groupe dérivé ici, vous obtenez que le groupe dérivé du groupe dérivé de G est inclus dans le groupe dérivé de Hn-1. Ah, oui, parce que si vous avez un groupe inclus dans l'autre, l'ensemble des commutateurs de ce groupe est inclus dans l'ensemble des commutateurs de ce groupe, et donc le groupe dérivé de ce groupe est inclus dans le groupe dérivé de ce groupe. Okay, et ça va être inclus dans Hn-2. Maintenant, vous itérez un petit peu ce raisonnement. Encore une fois, le groupe dérivé de Hn-2, il est inclus dans Hn-3, parce que le quotient est abélien, et donc le groupe dérivé du groupe dérivé du groupe dérivé de G est inclus dans Hn-2, et vous obtenez finalement que, pour tout P, le groupe dérivé du groupe dérivé du groupe dérivé, etc., P fois de G, va être inclus du coup dans Hn-P. Okay, ou vous prenez un P qui est inférieur ou égal à N pour que ça continue à avoir du sens. Okay, et donc vous obtenez finalement que le groupe dérivé N fois de G, c'est-à-dire le groupe dérivé du groupe dérivé du groupe dérivé, etc., N fois, ça va être inclus dans le groupe trivial, et donc en fait c'est égal au groupe trivial, hein, parce que ce truc-là, le groupe dérivé c'est un groupe, puisque c'est le groupe engendré par les commutateurs. Ok, donc finalement, vous obtenez qu'à partir d'un certain rang, le groupe dérivé de G, donc le groupe dérivé n fois de G si vous voulez, le groupe dérivé du groupe dérivé du groupe dérivé, etc. de G n fois, ce truc-là, ça va être égal au groupe trivial. Et c'est ça, la propriété P qu'on va choisir. Donc définition. Et maintenant, on va faire des choses formelles, on arrête un peu la motivation. Si G est un groupe, on note D de G, son groupe dérivé, défini comme le groupe engendré par du coup les fameux commutateurs, engendré par les éléments de la forme x commutateur y, c'est-à-dire xy, x-1, y-1, où x et y sont dans G. Ok, donc ça c'est la première définition du groupe dérivé. Et la deuxième définition, c'est G est dit résoluble, et c'est la propriété qui va nous occuper, si et seulement si il existe donc du coup un entier n dans n étoile même, on peut prendre dans n, oui, s'il existe un entier n dans n, peu importe, tel que le groupe dérivé n fois de G, qui par définition est égal au groupe dérivé du groupe dérivé du groupe dérivé, etc., de G n fois. Donc il y a n fois la lettre D, si et seulement si ce truc-là est égal à 1 pour un certain n. C'est ça la définition d'un groupe résoluble. Un groupe est résoluble si et seulement si, à partir d'un certain rang, son groupe dérivé n fois va être le groupe trivial. Voilà pour la définition. Alors maintenant, on va essayer de s'arranger on va essayer de constater quand même qu'il vérifie bien les propriétés 1 et 2 qu'on a émis au jour. Ok, ça va prendre la forme d'un lemme. Donc première chose, la propriété 1, c'est les groupes abéliens sont résolubles. J'ai dit dérivé à l'instant, c'est résoluble. Les groupes abéliens sont résolubles. Donc là, on est en train de s'assurer que la propriété être résoluble, elle vérifie bien les deux propriétés, les deux demandes qu'on avait faites pour notre propriété P. Les groupes abéliens sont résolubles, ça va être vite vu. Et autre chose, si H est un sous-groupe distingué de G avec H et G sur H résoluble, alors G est aussi résoluble. Alors le non résoluble, il est évidemment pas là par hasard, hein, puisque les groupes de Galois résolubles vont correspondre aux extensions qui sont résolubles par radicaux. Alors nous, on va montrer qu'un seul sens, qui est celui qui nous intéresse, à savoir qu'une extension est résoluble par radicaux, si une extension est résoluble par radicaux, alors son groupe de Galois
va être résolu. Et donc ça nous permet de montrer que si un groupe de Galois n'est pas un groupe résoluble, alors l'extension galoisienne finie associée, l'extension galoisienne finie dont on est parti, n'est pas résoluble par radicaux. Et ça va nous permettre de montrer que certains polynômes n'admettent pas de racines qui peuvent s'exprimer uniquement à partir de radicaux. De radicaux emboîtés, donc des racines énièmes, des plus, des fois des moins, des divisions. Ok, donc montrons ce petit lemme. Alors 1, c'est très facile. Donc soit G abélien. Donc là je fais 1. Pour tout couple x, y dans G carré, on a que le commutateur x, y. Ça c'est x, y, x-1, y-1. Maintenant x et y commutent, donc ça fait bien y, x, x-1, y-1. Et ça fait, ici vous avez le neutre, donc il reste y, y-1, et donc ça fait le neutre. Ok. Donc, le groupe dérivé, c'est le groupe engendré par ces trucs-là. Ces trucs-là, ils valent tous 1, donc le groupe dérivé, c'est le groupe engendré par le neutre, donc c'est le neutre. Le groupe dérivé de G, c'est égal au neutre. Super. Donc finalement, ici vous prenez juste n égale 1. Donc G est résolu. Ok, ça, il n'y a pas de difficulté. On va voir l'autre maintenant. Donc, soit G, un groupe, H, un sous-groupe distingué. Ok, donc sous-groupe distingué de G. Et on suppose que G sur H et H sont résolubles. Et on va montrer que... on va montrer quoi? On va montrer que G est résoluble. Ok, alors on va tout de suite donner un petit nom à la projection canonique de G sur H. Pi, donc c'est l'application qui va de G sur H, qui est un élément X associé X bar, c'est-à-dire la classe de X modulo H. Et on va commencer par montrer une première chose. On montre d'abord que pour tout I dans N, le groupe dérivé I fois de G, si je prends sa projection, cette chose-là, ça va être inclus dans le groupe dérivé I fois de G sur H. Alors, ici, il faut faire un petit peu attention au typage. Donc là, vous avez des éléments de G, ok. Vous faites des commutateurs de commutateurs, etc. d'éléments de G. Donc, c'est-à-dire, vous prenez les groupes dérivés, ça reste des éléments de G. Donc, vous prenez pi de ça va bien dans G sur H. Et ces trucs-là, ça contient bien des éléments de G sur H. Ok. Bon, alors ce truc-là, il n'y a pas trop de difficultés, en fait. C'est juste que le fait qu'un commutateur dans G, si je prends son pi, ça va me faire un commutateur dans G sur H, tout simplement. Donc on va le démontrer par récurrence sur I. Hein. Donc cette chose-là, ça va être le premier point. On le prouve par récurrence sur I. Alors, donc sur I dans N. Pour I égale 0, c'est clair, puisque ici on a dérivé 0 fois de G, donc c'est-à-dire ne rien faire. Donc on a que pi de G va être inclus dans G sur H, c'est clair. On a bien pi de G inclus dans G sur H, il n'y a pas de problème. Ok, supposons le résultat vrai au rang I, et montrons-le au rang I plus 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le résultat est vrai au rang I? Ça veut dire que on a que pi du groupe dérivé I fois de G va être inclus dans le groupe dérivé I fois de G sur H. Ok, ce truc-là on va l'appeler A, ce truc-là on va l'appeler B. On a donc pi de A inclus dans B. Et on va montrer quoi? Montrer que pi de D de A est inclus dans D de B.
Cette phrase-là, c'est exactement la même chose au rang i plus 1. Ok. Bon, bah, soit un couple x, y dans A carré. On a donc que x, y, x commutateur y, c'est un élément du groupe dérivé de A. Et bah, vous avez que pi du commutateur xy, c'est donc égal à pi de x, y, x-1, y-1. Là, vous utilisez le vexamorphisme, ça vous fait pi de x, pi de y, pi de x, moins 1, pi de y, moins 1. Et ça, bah, c'est bien, sans surprise, le commutateur de pi de x et de pi de y. Et donc, comme c'est un commutateur d'éléments qui sont dans B, parce que vous avez pi de A inclus dans B, donc pi de x, pi de y sont dans B, vous avez que le commutateur pi de x par rapport à pi de y. Ce truc-là, c'est bien dans le groupe dérivé de B. Ok ? Et donc vous avez que pour tout couple x, y dans A, on a bien que pi du commutateur de x par rapport à y, ça va être inclus dans le groupe dérivé de B. Et on sait que D de A est engendré par les pi de xy, par les xy, où x, y sont dans A. Donc, et là au passage, je vous disais quand même le fait que pi est un morphisme. Pi de D de A est engendré par les commutateurs, par les pi des commutateurs de x et y. Ok, ici c'est un symbole d'appartenance. Ces commutateurs, ils sont tous dans D de B. Donc, comme D de B est un groupe, on a bien que pi de D de A va être inclus dans D de B. Et ça nous donne bien pi de D i plus 1 de G inclus dans D i plus 1 de G sur H. Alors ce genre de preuve, donc ça termine la récurrence. Ce genre de preuve, c'est pas forcément hyper intéressant. Ce que je vous conseille plutôt, c'est d'essayer de les faire vous-même, ce genre de truc. C'est bien ça permet de manipuler un peu les groupes résolus, de se faire l'idée de ce que ça représente, etc. Mais les preuves sont pas spécialement intéressantes. Ok, on a donc montré par récurrence que pour tout i dans n, pi de d i plus 1, juste di de g, va être inclus dans di de g sur h. Ok, c'est super, parce que g sur h, on sait qu'il est résoluble. Alors ça, c'est dans les hypothèses. Donc, il existe un n tel que d n fois de g sur h, ça, c'est l'identité. En l'occurrence, c'est la classe de l'identité modulo h, parce que g sur h, c'est un quotient. Ok, donc, pi de d dérivé n fois de g dérivé n fois, ça va être inclus dans dérivé nème de g sur h, qui est égal au groupe trivial. Donc, d puissance n de g est inclus dans le noyau de la projection. Le noyau de la projection, c'est rien d'autre que h. Ok, parce qu'on a la projection de g sur h, la projection canonique. Ok, et donc, on a un n dans n tel que d puissance n de g est inclus dans h. Maintenant, on a quoi? On a que h est résoluble. Il existe donc m dans n tel que d puissance m de h est inclus dans le groupe trivial. Ok,
Or, l'opérateur D est croissant pour l'inclusion. Pourquoi il est croissant pour l'inclusion? Parce que si vous prenez un groupe A qui est inclus dans un groupe B, les commutateurs des éléments de A sont des commutateurs des éléments de B, donc le groupe engendré par les commutateurs des éléments de A est inclus dans le groupe engendré par les commutateurs d'éléments de B. Et ça vous dit exactement que D de A est inclus dans D de B, il n'y a pas spécialement de difficulté. Ça, je vous laisse le démontrer à la main si vous le voulez. C'est pas spécialement difficile. On a donc, comme la dérivée n de G est incluse dans H, on a que la dérivée m de la dérivée n de G est incluse dans la dérivée m de H. La dérivée m de H, c'est 1. Donc, vous avez finalement que la dérivée m plus n de G est incluse dans le groupe trivial. Et ça vous dit que G est bien résoluble. Et donc, on a constaté que le caractère résoluble vérifie bien les deux propriétés qui nous intéressaient. Donc, je réécris le lemme qu'on a démontré ici. Si G est abélien, G est résoluble. Ça, c'était la partie facile, qui va nous permettre en quelque sorte d'initialiser la récurrence pour les extensions résolubles. Donc en gros, ça correspond intuitivement au cas d'une extension de la forme x puissance n-1, okay, ou x puissance n-a, comme on pourra le voir dans la prochaine vidéo a priori. Donc les groupes de Galois abéliens, ça correspond à ce truc-là. Deuxième cas, qui correspond en gros au passage de récurrence qui permet de monter d'un cran, donc c'est-à-dire d'extraire une racine de plus. Cette chose-là, ça dit que si H est un sous-groupe distingué de G, avec H et le quotient G sur H résoluble, alors G est résoluble. Voilà, donc c'est ça qu'on a démontré aujourd'hui, c'est ce qui va nous être utile dans la suite. Donc la fameuse propriété P qu'on cherchait la dernière fois, ça va être un groupe résoluble. Okay, et on verra la prochaine fois que si je prends une extension qui est galoisienne finie et qui est résoluble par radicaux, alors le groupe de Galois associé va être résoluble. Et ça, associé au fait qu'on est capable de construire des extensions dont les groupes de Galois ne sont pas résolubles, ça va nous permettre de construire des extensions qui ne sont pas résolubles par radicaux, ce qui est exactement l'objectif de ce qu'on est en train de faire depuis le début. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.